Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le Score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique et de conversation, avec au centre aujourd'hui un film qui m'a bouleversée, retournée, ramassée. Et pourtant la mobilité et la souplesse ne sont pas les plus grandes de mes qualités. Pour en parler, deux de ces comédiens, l'un est le premier à entamer sa carte de fidélité au Score. Une carte valable à vie pour lui, dit-elle sur un ton mi-mignon, mi-menaçant. S'agirait de ne pas l'oublier quand il aura son premier César, ce qui ne manquera pas d'arriver. Le second aura peut-être le sien dans les semaines qui viennent. Il a réalisé le plus gros succès ciné de l'année avec un nombre d'entrées dépassant allègrement les 10 millions. Succès non seulement mérité, mais couronnant aussi une prise de risque constante chez le monsieur qui est éminemment drôle, mais pas que. Bonjour Saïd El Alami, bonjour Artus. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Bah, merci à toi. Merci à toi. Vous, nous. On se tutoie. On fait comme si on se connaissait. Allez, Saïd, c'est la deuxième fois qu'il vient, donc on part du principe. Ah, mais c'est la meilleure radio, moi, c'est le meilleur. Enfin, sans faire de concurrence, on va pas. Je fais le virement, vraiment. Non, mais donc, c'est un plaisir d'être là. Deuxième fois pour Saïd, première pour toi Artus. Le SAV reste ouvert. S'il y a quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas. S'il y a la moindre réclamation, le numéro vert, voilà. On va parler de La Pampa d'Antoine Chevrelier qui sera dans les salles ce mercredi. Je risque de bafouiller. Quand j'aime, je suis moyennement articulée. Mais avant la question rituelle de cette émission, quelle est la place de la musique dans votre quotidien, dans vos quotidiens ? Oh, bah, elle est primordiale. Puis elle accompagne, elle se lie à des souvenirs. Moi, je suis un grand fan de Jacques Brel et voilà, chacune de mes chansons m'a accompagné à un moment de ma vie, donc je pourrais pas m'en passer. Et d'ailleurs, je termine tous mes spectacles par une reprise de Brel en chantant, à chaque fois. bien sûr. Exactement. Donc, voilà. J'allais parler pour toi et raconter. Et il est tatoué. J'ai le tatouage. Oui, il a Jacques Brel sur le bras. Exactement. Et moi, pareil. Ça, c'est un marqueur temporel limite la musique et je pense que c'est une drogue carrément. C'est vraiment la chose que j'écoute le plus, quoi. Playlist pour tourner ? Ah, oui, je fais des phrases sans clairement. verbe. Bah, déjà, Antoine Chevrelier nous avait préparé une playlist. Voilà. Et après, moi, quand je répète mes textes, des petites musiques d'ambiance un peu planantes, tout ça. Moi, avant de jouer, toujours, je mets toujours la même playlist. Alors, c'est pas la playlist. C'est quoi ? C'est une playlist que j'ai fait moi-même avec que des chansons de Disney. Avant de monter sur scène ? Avant de monter sur scène, j'écoute beaucoup. Laquelle ? Beaucoup celle du Roi Lion. Il y a aussi Mulan. Il y a aussi comme un homme. Il y a un peu tout, ouais. Patrick Fiori. Comme un homme, Patrick Fiori, évidemment. Non, il y a de tout. Très bien. Alors, on a assez peu de Patrick Fiori dans les playlists de Nova, mais vraiment, on va s'arranger. Mettez celle-là, elle est très bien. Alors, pour démarrer, j'avoue, j'ai plutôt choisi Nas et Lauryn Hill, parce qu'il semblerait qu'il y ait un fan de Lauryn Hill dans ce studio. Et puis, comme c'est ce que je vous souhaite, pas chouette. Non, chouette, on peut souhaiter les choses. Hommage à Harry Potter. If I ruled the world. Le score sur Radio Nova. Nova. On parle aujourd'hui de La Pampa d'Antoine Chevrelier qui sera dans les salles demain. La Pampa, c'est le nom du terrain de moto sur lequel s'entraîne Jojo, Amaury Fouché, formidable. Épaulé par son ami pour la vie, Willy, c'est toi Saïd, et poussé par une équipe composée de son père, Damien Bonnard, et son coach Teddy, c'est toi Artus. Bande annonce. Oh les gars, il reste une course. Allez, T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père ? Accélère! Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok ? Si mon père il tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croix. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord ? Qu'est-ce que tu fous, Willy ? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois ? Mais voilà, Jojo a un secret. Quand celui-ci est dévoilé, je m'arrête là. C'est une histoire d'amitié, c'est une exploration d'une certaine image de la masculinité, du jugement. Est-ce que c'est ce questionnement-là qui vous a intéressé tous les deux ? Oui, moi, c'est d'aller sur déjà en tant qu'acteur, d'aller sur des rôles que j'ai pas fait, sur autre chose. Et évidemment, parler de sujets... je trouve que c'est important quand le message est porté par des gens qui sont pas touchés par ça, qui sont pas, pardon, moi parler de l'homophobie alors que je ne suis pas gay, voilà, je l'ai fait dans Tétu. Enfin, je trouve que c'est important de porter ces messages-là, comme parler du handicap alors que je suis pas touché par le handicap. Ah ouais. On l'est tous un peu, parce que qui a défini ce qu'était le handicap au final. Mais voilà, je trouve que c'est important, de porter
porter ce message, et d'aller toucher un public le plus large possible. Là, si je peux ramener le public d'un petit truc en plus, aller voir la Pampa et à encore faire passer un autre message, je pense que c'est important. Saïd ? Et pour ma part, déjà rebosser avec Antoine, je le suis les yeux fermés. Et c'est un film aussi qui parle pour moi de l'intolérance et de la violence, du rejet, quelle que soit la singularité. Et en fait, pour moi, pouvoir faire du divertissement, pouvoir faire du cinéma et avoir un message comme ça important, parce que c'est des sujets qu'on pense sur lesquels on a avancé, mais la réalité, c'est que nous, quand on fait des avant-premières, il y a beaucoup de jeunes qui subissent encore du harcèlement, que ce soit dans la famille, au lycée, à l'école, au collège. Donc, c'est un film hyper... je suis hyper heureux d'en être, et hyper utile. Hyper utile. Ouais. Vous connaissez tous les deux, vous venez de le dire, Antoine Chevrollier, Artus parce qu'il t'a choisi et dirigé dans Le Bureau des légendes, Saïd parce qu'il t'a choisi et dirigé dans Oussekine. Je crois qu'on entendait ta voix d'ailleurs dans Exactement. Oussekine. Ouais, parce que Antoine, on est très proches et on s'est toujours dit qu'on se mettrait un peu dans les projets de l'un de l'autre. Il m'a dit je te mettrai dans tous mes trucs, et dans Oussekine, il n'avait pas trouvé de rôle pour moi. Du coup, il m'a dit je sais dans quoi je vais te mettre, et je fais un appel téléphonique à un moment au père de Malik. Au frère de Malik. Au frère, ouais. Alors, comme tous les deux, vous me semblez très à même de répondre à cette question, comment est-ce que vous définiriez le cinéma d'Antoine Chevrollier ? Parce qu'on a compris que le lien était... T'as dit les yeux fermés, donc j'imagine que c'est pareil pour toi. Ouais. À la vie, à la muerte. Pour à la vie, à la muerte, s'il nous entend. Il a dit ça. Moi, je dirais que c'est un cinéma du réel, et c'est un cinéma dans la retenue. C'est-à-dire que c'est pas fléché, c'est quelqu'un qui est généreux aussi avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il a conscience de la chance de faire ce métier-là et de raconter des histoires, et donc de l'attention qu'on prend des gens. Et donc il raconte des choses aussi, il aime bien dire cette phrase-là, à force de faire des tournées avec lui, je l'entends. Il se pose la question de l'indispensabilité des récits, de pourquoi je dois raconter cette histoire-là. Et donc voilà, le cinéma d'Antoine, c'est un cinéma indispensable et réel. Et viscéral, enfin il y a un truc qui lui vient des tripes, il y a un truc de... C'est pas faire un film parce que c'est un sujet à la mode ou parce que tiens ça va plaire, c'est que ça vient de ses tripes, quoi. Et ça se sent. Ouais, ça se sent. Et c'est souvent des choses soit qu'il a vécues ou observées et qui l'ont, comme il a dit, viscéralement touché. Alors justement, comment est-ce qu'il vous a raconté vos personnages ? Moi, il m'a dit, il faut que tu perdes 35 kilos, déjà. T'as 4 mois pour perdre 35 kilos, j'étais OK. T'en parles sur scène, d'ailleurs. Ouais, j'en parle sur scène, parce que voilà, c'est un vrai challenge. Moi, j'aime ces challenges-là. Et c'était quoi la question de base ? Comment est-ce qu'il vous a raconté vos personnages ? Non, moi l'avantage, c'est qu'il m'a parlé du personnage de Teddy, mais c'est un personnage que je connais parce que j'ai grandi aussi dans un village. Ouais. Je connais ce pouvoir du groupe qui en fait t'amène à être ce que tu dois être et pas être qui tu veux être. Et Teddy, c'est un lâche. C'est un lâche, c'est pas un méchant, c'est un lâche. C'est quelqu'un qui pour garder la face, c'est ce gros poisson dans cette petite mare qui restera malheureux toute sa vie parce qu'il assumera jamais d'être qui il est, sans en dire trop. Et toi, Saïd ? Pour ma part, c'était pas assez simple, mais c'était tout se passait à l'intérieur. Ouais. C'était la première chose qu'il m'a dit, et c'était un truc dans la retenue, encore une fois, et dans l'observation un peu du monde qui l'entoure et de la société. Comme disait Artus, ce truc du collectif, Willy, c'est un peu un témoin du monde. Mon personnage aussi, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais on se spoilera pas. Je propose une pause, c'est le moment. Dans un instant, on écoute Prince avec Girls and Boys, et puis ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Le SAV passant par là, je me dois de demander à Artus et Saïd El Alami si Prince, Girls and Boys, ça va ou pas. Ouais, moi j'ai jamais... T'as le droit de dire non, hein. Moi j'ai jamais été un grand fan de Prince. J'avoue que j'ai jamais été un très grand fan de Prince. Je connais pas en fait plus que ça. De même. Voilà. Vraiment. Ok, je me suis planté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais j'apprécie, j'admire la carrière. Ouais. La façon dont il l'a gérée. Mais après, c'est pas quelqu'un que j'écoute. Et puis comme aujourd'hui Saïd est le petit prince du cinéma français, je pense que elle était facile, mais je la prends. Écoute. Moi, les compliments. Moi, j'ai tout misé dessus. Hein. Je le dis, c'est le seul qui est venu faire 2 fois cette émission. Donc, Saïd, je suis vraiment sur un... Voilà. Saïd, c'est déjà un grand nom, mais ça va être un très grand nom du cinéma français. Merci beaucoup, les amis. Je sais pas si je suis à la hauteur. J'espère que tu laisseras toucher tes Césars quand on aura. Il y en a peut-être un qui l'aura avant l'autre. Hein. Oui. Dans quelques jours, Artus, c'est pas impossible. Je préfère faire 11 millions qu'un César. Je tiens à le dire. Toucher les gens, c'est un peu le but, avant de gagner des prix. Écoute.
On continue de parler de La Pampa d'Antoine Chevrollier qui sera dans les salles demain. Je rappelle le nom de vos camarades de jeu, Amaury Fouché, Léonie Lamort. Il y a également Damien Bonnard et vous deux, Artus, Saïd El Alami. Saïd, je me suis dit, la moto, ça te poursuit dans les films quand Clairement, même un peu. Parce que déjà dans Leurs enfants après eux, tout partait de... je pense que la loi de l'attraction, c'est réel. Ouais, j'ai passé le permis en 2019 en me disant je veux faire des films de moto. Quelques années après, très bon investissement. T'auras pas de moto dans le mien, je te préviens, t'auras autre chose. Ah oui, parce que ça, on va y revenir. Il semblerait qu'il y ait un projet commun. Potentiellement. Vous le disiez il y a un instant, vous incarnez tous les deux hommes de peu de mots. Comment est-ce qu'on s'empare de ce genre de rôle, particulièrement pour toi, Saïd, parce que tout est vu à travers les yeux de ton personnage? On a beaucoup de chance, je parle pour nous, je pense d'avoir Antoine Chevrollier en tant que directeur d'acteur et réalisateur, donc c'est assez clair, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup de questions sur les enjeux du personnage, sur ce qui se passe à l'intérieur, puisque ce qu'on est basé sur les expériences vécues, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on regarde, sur ce qui nous touche. Et donc c'était assez, je dirais pas simple, mais en fait, quand t'as un capitaine, un directeur comme ça qui sait où t'emmener, qui sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut raconter surtout, ça te permet de jouer même sans aucun mot, en fait, et de raconter ça par le regard. Et pour Antoine, c'est très important, puisque, en fait, on peut dire toutes les choses qu'on pense. L'intérieur est beaucoup plus profond, il se passe beaucoup plus de choses sans les mots, quoi. Il y avait quelqu'un qui disait « Fais pas attention à ce que les gens disent, fais attention à ce qu'ils ne disent pas. » Ouais. Mais c'est un peu le cas de vos deux personnages, parce que toi, Artus, alors certes, on te connaît majoritairement par la comédie, mais j'aime pas trop le terme contre-emploi, que je trouve hyper... qui te figerait dans un truc, tu vois, en fait, non, c'est pas un contre-emploi, c'est un emploi de comédien. Mais alors, t'incarnes un homme que je qualifierais d'assez peu aligné, qui est très empêché par son cadre. Est-ce que tu as réussi à trouver des ponts et de l'empathie? Est-ce que c'est nécessaire, en tout cas, pour toi? Oui, parce que moi, Teddy, c'est un personnage... c'est compliqué sans spoiler, mais à qui je peux même pas en vouloir, parce qu'en vrai, je sais pas si à sa place j'aurais pu faire autrement. En fait, il y a un truc tellement de pression sociale et tellement voilà, c'est lourd. Il porte le rôle du mec du village que tout le monde connaît depuis longtemps, qui était peut-être la target de toutes les meufs. C'est Teddy. Donc c'est compliqué de s'extirper de ça. Ça demande énormément de courage, énormément de force. Et au contraire, je suis empathique. Enfin, j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage parce que au final, il va être triste et malheureux toute sa vie. Toute sa vie, il va être enfermé dans un truc qui est pas lui. Ouais, c'est pour ça que je disais enfermé, empêché, plus que c'est vraiment. Là qu'on comprend qu'on est rarement libre. C'est pas un méchant. Non, mais ceci dit, je trouve que le film explore aussi de manière assez remarquable l'effet de meute. C'est-à-dire où d'un seul coup, tout le monde est responsable, personne n'est responsable. C'est un peu ce que Antoine raconte, que ce soit dans Oussekine ou La Pampa, c'est l'individu face au collectif. Donc à un endroit, c'était face à la violence étatique, et là, la violence du village et de la ville, de la famille, des amis. Et c'est ce truc-là de se poser la question, en fait, à quel point on est libre ou pas du tout, alors que la nécessité première de toute personne, c'est d'être libre et de s'autoriser, en fait, à être ce qu'on a envie d'être, tant qu'on ne dérange personne. Et le problème auquel on fait face, c'est que la réalité, elle est tout autre. C'est qu'on est rarement libre et on s'autorise aussi à soi rarement une forme de liberté. Et c'est ce que raconte un peu ce film-là, et c'est pour ça que j'adore. Le score sur Radio Nova. Mos Def sur Nova Mathématiques, c'est un titre que je soumets immédiatement à mes deux invités, Saïd El Alami et Artus. J'ai dit que c'était une journée où j'allais l'artiste est incroyable. Bafouiller. Ouais, c'est très fortement validé. Ouais. Plus que Prince. Beaucoup plus que Prince. Je vais relancer, j'ai très mal vécu. C'est vraiment. subjectif, ça reste subjectif, mais moi ça me touche plus. Ouais, moi aussi, c'est plus des sonorités. Voilà. En fait, je fais exprès depuis tout à l'heure, on est en connivence et tout. Non, mais alors, ceci dit, je ne pas blairer cette musique. Non, il y a un truc qui est très drôle. Enfin, j'imagine que vous avez eu le temps de le remarquer au fil de la promotion. Vous finissez les phrases l'un de l'autre, en fait. À force. Ouais, puis je dirai pas tout. Il y a voilà, c'est une petite rencontre, mais on se connaissait déjà un peu d'avant. Mais non, mais c'est voilà, il y a des gens avec qui ça se passe bien. Je pense qu'Antoine est assez talentueux pour ça. Alors, ceci dit, de faire rencontrer aussi les acteurs et les... Il y a un autre truc qui m'a frappé, moi, dans La Pampa et qui vous concerne tous les deux, c'est que j'ai vu un point commun. C'est-à-dire que vous avez tous les deux la même capacité à avoir un regard qui peut être d'une douceur extrême comme d'une dureté assez effrayante. Et ils se regardent, ils se regardent. Non, mais parce que mais c'est marrant et c'est vraiment très frappant chez vous deux. Mais parce que je pense qu'on a ce point commun qui est d'avoir une bonhomie et un capital sympathie, je pense, de base qui est là, qui est présent. Mais je pense qu'on a aussi tous les deux...
cette violence en nous, quoi. Bah ouais, non, mais moi, comme beaucoup de clowns, comme beaucoup de... Voilà, il y a des choses à l'intérieur. Et quand on arrive à aller nous les chercher, je pense que c'est cool. Non, mais Je me souviens de son regard, une fois, je l'ai invectivé dans la rue. Je l'ai appelé. Ouais. Il croyait que je l'ai insulté. Tu l'as simplement appelé? Non, bah, je peux dire ce que j'ai dit. Non, mais pas ça, je suis en vélo, je rentre chez moi après le théâtre, je rentre chez moi en vélo, il est en terrasse d'un café, et il me dit... Ta grand-mère. Non, je dis Vic, Artus. Non, t'as dit Artus. Et, il fait ça. Non, et je fais un petit coucou, parce que souvent, quand je passe en vélo, les gens me disent Artus, donc je fais un petit coucou gentiment. Et je lui dis, ta grand-mère. Et là, il a arrêté son vélo, J'ai pas vu que c'était lui. Ouais. Il était prêt à se taper. Ouais, j'ai pas vu que c'était lui. J'ai dit d'où que tu me parles comme ça, machin et tout, et j'ai pas vu que c'était lui, donc j'ai vraiment posé le vélo et j'allais lui mettre une droite. Et après, il m'a soulevé gentiment. Héritage du rugby et du foot, peut-être? Ah oui, surtout l'héritage du rugby. Hein. Moi, je fais pas long feu. Non, mais moi, il y a du foot. Oui. T'as un truc de... Mais face au rugbyman, je fais pas long feu. Non, moi, il y a ce truc de gratuité et il y a peu de choses qui me font monter fort, mais il y a la gratuité. Il y a la gratuité du truc violence. Si tu m'insultes, enfin, tu vois, il y a un moment, gars, pourquoi? Et ce côté aussi d'injustice ou de. Mais j'ai adoré ce regard. J'ai vu qu'il y avait. Ça s'allume très vite. Non, mais c'est bien à exploiter. Ouais. C'est génial. Je reviens au film. Le film a été présenté à... Et tu m'as dit nique ta grand-mère, pas ta grand-mère. Hein. Excuse-moi, mais... Hein. Correction, calomnie, diffamation, on va faire ça chez le juge. Extrêmement gênant. Le film a été présenté à Cannes. Ça a été quel genre de souvenir pour vous? Parce que toi, tu avais un double enjeu en plus, Artus. Ouais, moi, c'était un Cannes particulier. Ouais. Déjà, c'était la première fois que j'y allais. Contrairement à Nabila, qui a déjà monté 8 fois. Comme ça. Bon, bref. Ouais, c'est toujours ce truc un peu chaque année devant ta télé où tu dis, ah oui, d'accord, moi, j'y suis pas, mais oui. Et là, c'était la première fois que j'y allais. C'était une double montée parce que je montais en compétition avec le film d'Antoine et je montais avec mes acteurs d'un petit truc en plus et qu'on retournait les marches de Cannes. Donc c'était un moment, c'était incroyable. Et toi, Saïd? Moi, j'étais heureux qu'Antoine soit reconnu parce que son travail, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, c'est un peu subjectif, hein, mais j'essaie de l'être quand même objectif au maximum. Mais d'aller là-bas avec Antoine après Oussekine, d'aller là-bas avec Artus, le voir aussi monter les marches avec toute son équipe et son combat, parce que, enfin, je vais parler de toi, mais c'est important, en fait, ce que défend Artus. Donc, tout ça ensemble en même temps, ça a donné un peu un goût unique. Et puis, il y avait un truc émotionnel si fort, parce qu'avec Antoine, on est potes maintenant depuis longtemps, on part en vacances ensemble, on est vraiment... Et de vivre ce mois de mai où moi je sors mon premier film qui marchote pas trop mal. Et... Oui, petit marchote. Voilà, et lui... Petit succès d'estime. Oui, voilà. Et lui, son premier film est à Cannes à la semaine de la critique, donc il y avait un truc vraiment magique de putain, gars, c'est cool, chacun dans notre famille, parce qu'on va pas se mentir, malheureusement, il y a encore 2 familles de cinéma. Chacun dans notre famille, on était quand même au top dans notre famille, donc c'était cool de vivre ça ensemble, quoi. Les festivals, les célébrations, les prix, vous y prêtez attention ou vous êtes très détendu sur ces dossiers-là? Non, mais je pense que ça serait hypocrite de dire je m'en fous, j'ai fait 11 millions, je m'en fous des statuettes et des machins. Non, on a envie d'un peu d'une reconnaissance. Bien sûr. En fait, on a envie de casser un peu ce truc d'arrêt. Pourquoi la comédie, c'est un sous-art? Pourquoi c'est... En plus, on a un cercle vertueux en France, c'est-à-dire que les films qui marchent permettent de financer d'autres films qui vont peut-être moins marcher et tout. Donc tant mieux, c'est juste, venez, on arrête de faire comme si, pour moi, du jardin... Moi, le public, ça restera quand même le meilleur des prix. Ouais, mais je pense que même avec la Pampa, on a beaucoup gagné de prix du public. Et pour moi, ça, c'est la chose. T'as eu des prix d'interprétation déjà. Aussi. Ouais. Mais le prix du public, c'est génial, puisque tu te dis, les gens se ressentent et sont touchés et aiment. En fait, ils passent un bon moment, en fait, où ils sont touchés. Et ça fait, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Puisque de prendre le temps des gens, c'est pas rien. Donc autant le rendre, quoi. Ouais, mais t'as aussi toujours... Je pense que t'as quand même aussi envie d'un peu de reconnaissance de tes pairs et de dire, les gars, s'il vous plaît, voyez, on a fait un truc avec les tripes, on est machin, s'il vous plaît, juste, faites pas comme si on n'était pas là. Vous voyez, et il y a des trucs de... Moi, par exemple, du jardin, il doit avoir un Oscar pour OSS. C'est même pas un débat, c'est le rôle de sa vie, il incarne le truc, un César. mais t'as ce truc un peu de... Et en plus, je trouve ça un peu hypocrite parce que après, ça devient culte. En fait, les frères Farelli, quand ça sort, c'est de la merde. Des années après, on n'a pas de problème à dire que c'est génial et que c'est culte. La troupe du Splendide, on leur remet un César d'honneur 30 ans après. Venez. C'est une forme de snobisme. Ouais, c'est ce truc de... Là, c'est de la merde. Et dans 30 ans, on dit, putain, c'était quand même culte. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand je parle te concernant de prise de risque. On est d'accord, on ne sauve pas des vies, il n'y a pas de... Enfin voilà, de prise de risque mesurée. Mais tu me donnes l'impression de peut-être jamais rien interdit.
Non. Enfin, t'es quand même le seul profil qui fait à la fois le bureau des légendes et en même temps Danse avec les stars. Et ça ne pose pas de soucis. Non, parce que je pense que si tu fais les choses avec, justement, pareil, avec ce truc de trip et de le faire à fond, voilà. Et puis moi, j'ai toujours eu ce syndrome un peu de l'imposteur, mais de me dire, moi, je suis cuisinier. Moi, tout ce que je fais là, c'est du bonus. Là, c'est la première fois depuis le succès du film où je me dis, ok, je suis à ma place. Moi, je suis chômeur. Mais du coup, j'ai toujours fait les choses en m'en foutant, en me disant, c'est pas grave, il y a quoi ? Au pire, je retourne en cuisine, c'est mon vrai métier. Non, mais moi, c'est juste que je vais dire une chose, mais en fait, quand tu le vois jouer dans son one-man show, quand tu le vois incarner des personnages, ce qui est de plus en plus rare chez les humoristes, tu vois que c'est un gars qui peut aussi jouer, en fait, des personnages. Bien sûr. Donc, c'est pas juste faire rire, donc c'est incarner aussi des personnalités différentes qui peuvent être à l'opposé de ce qu'il est ou qui soient proches ou loin, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est très rare et c'est, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Merci. Et maintenant, Saïd va montrer qu'il peut même venir vers la comédie. Je suis d'accord. Va falloir travailler. Peut-être, ça y est, avant c'était oui, maintenant c'est oui. Ah, tu veux pas faire... non. C'est oui, non, je dis peut-être si je suis bon. Moi, j'aime ce petit règlement de compte. Je me sens extrêmement privilégiée. C'est comme un film à l'intérieur du film. Puisqu'on parlait de Danse avec les stars, je tiens à préciser que tu es un excellent danseur. C'est gentil. Je t'ai trouvé extrêmement gracieux. Et puisque tu parlais de cuisine, c'est précisément un cuisinier que j'ai choisi, entre autres, pour le titre suivant, Action Bronson, Acting Crazy. Très bien. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Action Bronson sur Nova, Acting Crazy. Et pendant ce temps-là, ça parle de BPM, de rythme entre Saïd El-Alami et Artus. J'avoue, j'ai pas tout... Non, je lui ai dit que j'avais compris c'était quoi son type de BPM. Alors, vas-y. 75. Action Bronson, ça fait partie des artistes que tu as beaucoup écouté. Ouais, j'ai beaucoup écouté. Parce que déjà, il y a un physique, il y a un truc, il y a une posture de voilà, le gars est gros, il assume son corps, il y va. Et je trouve qu'il y a un truc comme un merde. Aide-moi. Pareil, tatoué, on y va. Non, un Post Malone. Post Malone, ces mecs qui s'en foutent d'être torse nu, d'être machin, de dire voilà, je suis pas dessiné, je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a. Et voilà, je trouve ça fait du bien. Une forme de liberté, somme toute. Ouais, mais ça fait du bien en fait. Place un petit somme toute comme ça en fin de phrase. Parce que ça, c'est Antoine. Somme toute. Après, il a placé un petit, je sais c'est quoi son BPM aussi, donc bon. Ça équilibre, c'est bien. On peut mettre un somme toute, mais je sais c'est quoi, donc. Vanner. Alors, puisqu'on en est à vanner sur les expressions récurrentes, moi je t'ai vu sur scène. Est-ce que tu sais la phrase qui revient le plus souvent ? Et je me suis dit qu'il y avait un nœud de ce côté-là, qu'il y avait un vrai truc. Dans mon spectacle ? Ouais. Ça doit être le Mobit, non ? Non, j'y serais pas allée sinon. Tu dis extrêmement souvent, et aussi en interview, on va pas se mentir. Et je trouve que ça veut dire un truc. Ouais, parce qu'on est dans une époque de paraître et de on fait croire. C'est pas que cette époque, depuis toujours. Non, mais c'est ce que je dis à la fin du spectacle. On fait croire qu'on va toujours bien, on fait pas que, tu vois. Arrêtons de nous mentir, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de pas être de bonne humeur. Moi, avec ma femme, on se le dit. Des fois, elle me dit, t'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Je dis non, pas aujourd'hui. Et elle aussi, je lui dis, aujourd'hui, je te sens pas de bonne humeur? Non. Et du coup, on se parle pas. Et voilà, mais plutôt que de faire, si, ça va, ça va. Ouais. T'es sûr? Ouais, non, tout va bien. Mais non, il y a un truc qui va pas. Viens, on se le dit. Et voilà, je trouve qu'on est un peu toujours dans ce truc de mensonge, de paraître. Moi, pour ma part, je pense pas que c'est juste cette époque. Je pense que tout s'amplifie juste, mais c'est un manque de communication. Ouais. Et je pense que c'est le plus gros des fléaux aujourd'hui. Parce que ça crée la peur, l'ignorance et tout. Et en fait, on n'est même pas libre, en fait, si on ne communique pas. Oui, et les réseaux accentuent un peu ça. C'est que tu vois que des gens pour qui la vie est belle, genre ça va bien, tout va bien, je suis heureux, regarde, je suis au bord de la piscine, il fait beau, regarde, j'ai une belle voiture, machin. Arrête, gars. Il y a des matins, tu te réveilles, t'as la tête dans le cul, t'es pas maquillé, t'es fatigué, tout va bien. Je voulais vous demander à tous les deux, puisque ça fait partie des questions qui sont explorées dans la Pampa, quels ont été les modèles masculins qui ont forgé votre envie de ciné à tous les deux? Moi, c'est une longue minute de silence. Non, mais parce qu'il faut pas... Vas-y. Bon, moi, je dirais que c'est plus des modèles féminins. Moi, c'était plus Yama Abbas, Lubna Azabal. Après, il y a eu Tahar. Yama Abbas, t'as joué avec elle? Avec elle, c'était génial. Donc, Matthew McConaughey. Ouais. Mais en réalité, si je reprends le discours de Matthew McConaughey quand il a eu son Oscar pour Dallas Buyers Club, il dit que son héros, un peu son modèle, c'est lui dans 10 ans. Bon, ça fait un peu la phrase pétée de mon héros, c'est ma meilleure version de moi-même. Mais il y a quelque chose quand même de beau là-dedans, de chercher en fait artistiquement, humainement, quelque chose vers lequel tendre, que tu ne seras peut-être jamais, parce qu'on sera jamais parfait, on est quand même des êtres humains. Mais c'est un peu ça, donc mon modèle, c'est Saïd dans 35 piges. 35, à 35 piges.
Moi, c'est chiant parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Mais la réalité, c'est que le mec qui m'a fait rêver au cinéma, c'est Gérard Depardieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est le compliqué comédien, de citer le machin, mais Gérard Depardieu, tout ce qu'il a fait en film, c'était Jacques Villeray, qui a justement, je trouve, cette douceur et ce clown et en même temps cette tristesse intérieure. Il y a un truc. Aussi. Non mais voilà, et De Funès, pareil, qui n'était pas, je pense, l'humain le plus cool qu'on ait sur Terre. Mais voilà. T'as des infos ? Ouais, écoute, c'est les choses. Non mais et même Brel comédien, Brel dans L'aventure, c'est l'aventure. En fait, moi j'aime bien ces films de copains, que ça soit Five, que ça soit L'aventure, c'est l'aventure, que ça soit Les Tontons Flingueurs, ces trucs de potes. Je pense que c'est le plus grand bonheur dans une vie d'être ensemble. Ouais, d'avoir jeté là. Les amis, c'est le plus beau, ouais. C'est beau des cadeaux. Ouais. Et si on est libre en plus avec ses amis. C'est beau ce que tu dis. Moi, j'ai envie de laisser un silence. Ouais, allez, c'est parti. Mais en fait, il faut que j'envoie la pub, je crois. Hein. C'est ça, Paul. On va vendre des yaourts. Il fait des signes avec les bras comme ça. Quand il fait Claude François, c'est qu'a priori, il faut envoyer un truc de type publicitaire. Allez. On revient juste après. Toujours en compagnie de Saïd El Alami et Artus, venus nous parler de La Pampa, le film d'Antoine Chevrollier qui sera dans les salles demain. On a parlé de cinéma multiple, de registres multiples. Et là, j'avais besoin de vérifier votre synchronicité. Paul, je vais te demander de ne pas éteindre les micros. Je veux juste vérifier un truc. Personne ne bouge, hein ? Sinon, je tire une balle dans la tête à la main. Non, bah oui. Bien sûr. Ouais, c'est en armure. Il y a une feinte où ils sont super cons. Ah non, ils sont super cons. Il semblerait que ce soit un film qui vous rassemble. Voilà, je crois que je connais par cœur. Ouais, à l'époque, je pouvais citer. On parlait en réplique de ça, quoi. Ouais, pareil. C'était. Il m'a offert des apéricubes. Comment il a fait ? Il les a collés sur la vitre. Tu vois pas ça ? Ah non, c'est au début avec. C'est Marie-Joël. C'est quand tu lui poses sur Marie-Joël. Une fois, il m'a offert des apéricubes. T'es mignon. Mais t'es un tout petit breton. Ouais. Ah non. Et ben moi, vous m'aurez jamais. Je suis vraiment la scène qui me fera le plus. Vous m'attraperez jamais. Ouais. Pizza à 4 chaussures aussi. La pizza à 4 chaussures. Non, mais de toute façon, c'est que des phrases. Alors, je voulais justement vous emmener tous les deux sur le registre de la comédie, parce que toi, Artus, Ce soir, on vous fait des pâtes. Donc, bon, on voit que vous partagez une certaine forme d'humour, l'absurde. Moi, je fais un film comme ça, je peux arrêter. Alors justement, sur quoi est-ce que vous allez vous retrouver ? Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus ? Je laisse le boss parler. Je suis en train d'écrire, mon deuxième film qui sera un western. Tu y reviens donc ? Je reviens au western. Parce que sur scène, t'as été du western. J'avais déjà fait mais je veux aller sur cette comédie un peu à la Mel Brooks, le shérif est en prison et en même temps Mission Cléopâtre, un truc où on s'autorise beaucoup de gags et voilà, mais beau. Beau, bien fait, c'est vraiment un beau western, mais on va un peu loin dans les vannes. Dans l'absurdité. Voilà, et Saïd, normalement, va jouer un personnage là-dedans. C'est l'accent. Avec grand plaisir. Donc absurde et humour noir combinés. Ouais, vraiment. Pour le coup, la reine du western, c'est pour ça que je l'avais prise aussi sur la pièce avant, c'est que je trouve qu'elle permet de mettre le doigt sur des trucs très contemporains en allant sur des trucs en poussant le curseur très fort, parce qu'on va pas se mentir, en 1900 aux États-Unis à cette époque-là, le féminisme c'était pas ce qu'il y avait de plus ouvert, le racisme c'était pas, enfin voilà, on était vraiment sur c'était la norme. Le mec beauf qui règle tout par la violence et qui voilà. Donc je pense que ça permet de mettre le doigt sur des choses d'aujourd'hui. Humour aussi noir que celui que tu pratiques sur scène ? J'espère. Oui. Non, oui. Mais parce que là, je suis en train d'en écrire deux. Celui d'après sera encore plus piquant, je pense. Non, mais il le maîtrise, donc j'espère. Tu l'as vu sur scène ? Ouais, incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est une façon d'incarner les personnages, une vérité, une voix intérieure, une capacité à reproduire. Pardon, je me suis pris le micro dans la gueule, quand même. Non, une capacité à reproduire et à rire des choses, ce qui est assez fou. C'est un talent immense que j'aimerais avoir peut-être. Ouais, on revient à une certaine forme de liberté, parce que t'as assez peu de bornes, disons-le. Ouais, mais parce que je préfère toujours me dire... je préfère un jour qu'on me dise, tu vois, avoir un bad buzz et partir, mais partir en étant resté moi et pas avoir vendu mon âme, plutôt que d'essayer de faire du truc pour rester le plus longtemps. Et voilà. Donc, mais je pense que maintenant, ça y est, en plus, on m'a un peu laissé aller là-dedans, donc j'ai ce tampon. Je pense que les gens savent que quand je fais des blagues sur les juifs, les arabes, les homosexuels, les noirs, machin, je pense qu'ils savent que je suis ni antisémite, ni raciste, ni homophobe, donc c'est validé. Et puis je pense que ça permet d'aborder les sujets et d'aller un peu loin et de faire plus comprendre les choses. Dans le film,
Moi, ça me tenait à cœur à ce que Clovis les appelle Mongolito. Parce que, Clovis Cornillac, dans le film. ouais, parce qu'en fait, justement, citer ce nom, ça permet de montrer aux gens, vous voyez, ça vous choque. Et Ça, c'est justement, vous, ça doit plus exister. Donc en fait, et je pense que quand on fait le tour un peu des choses sans rentrer vraiment dedans, je trouve que l'impact est moins fort. C'est là où... Waouh. C'était une fin de phrase, Saïd? Non, en vrai, c'est là où on parle d'intention. C'est-à-dire que quand tu sens l'intention de la personne intérieurement, profondément, bah, tu sais que c'est juste pour rire et pour, au contraire, détendre les choses et faire avancer les choses. C'est pas juste pour dénigrer ou pour s'amuser ou pour se moquer. Et c'est là le talent. Un mec comme Ricky Gervais, c'est quelqu'un qui, je veux pas dire t'inspire parce que t'as ton petit univers à toi, mais est-ce que c'est quelqu'un dont tu suis les spectacles? Bien sûr, parce qu'il y a justement cette liberté, il y a ce truc et en même temps cette poésie, quand tu regardes Afterlife, quand tu regardes, enfin voilà, tout ce qu'il a fait avant, enfin il y a une vraie poésie, il y a une vraie humanité. D'ailleurs, son spectacle Humanity, qui était un chef-d'œuvre, mais il y a ce truc vraiment de sincérité. Le gars est sincère. Je le sens sincère à 4000%. Alors, peut-être que le dernier, c'est peut-être plus pour les sous-sous, mais en tout cas, il fait une grande salle, hein. 8 mars, il joue à... Alors moi, je dis toujours Bercy, parce que je suis une vieille personne, mais... D'accord, Arena. Ouais. Merci. Non, mais de toute façon, c'est le patron. C'est le patron. Parce que si on fout, même quand il présente... Quand il a fait des présentations et qu'il défonce tout le monde, c'est voilà. Puisqu'on parle de très grandes salles, j'annonce Artus One Man Show le 27 mars, Zénith de Strasbourg, le 28 juin au Zénith de Nancy, le 15 juillet au Théâtre Antique d'Orange. C'est les 3 dates que je donne parce que les autres sont complètes. Oui, c'est les 3 dates. Oui, il reste des places. Tourner des Zéniths, en fait, très simplement, tourner des très grandes salles. Parce que c'est des théâtres de plein air, les derniers, là. Et donc, on les a ouverts il y a peu de temps, là, parce que c'est justement les dates d'été. On fait les festivals d'été. Et Nancy, c'est une petite salle de 14 000, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il reste quelques petites places. Il reste des strapontins, je crois. Ça marchote. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis très agoraphobe. Donc, c'est vraiment un truc où je me dis, je ne sais pas comment tu... Ah, mais moi, je suis pas dans la foule, hein, je suis devant. Hein. Ouais. Moi, c'est un mouvement de foule, je me casse. Hein, moi, je suis derrière. J'ai ma sortie. Hein. Dernier titre choisi pour vous, avant de vous laisser la main, avant de vous laisser faire la sélection. J'ai opté pour Jamie XX avec Loud Places. Ouais. C'est le moment que souvent redoutent les invités. Saïd a déjà pratiqué, donc normalement il est censé être prêt. C'est le moment où il y a une rafale de questions sur la musique. Il faut répondre du tac au tac. Pour un questionnaire de connaissances, c'est vraiment purement du ressenti. D'accord, allez, faux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre? Artus. Adieu monsieur le professeur. Oh. Et pleure pas boulot. Je chialais dans la bagnole avec ces deux chansons. Adieu, monsieur le professeur. Et voilà, ça y est, c'est parti. Saïd. Moi, je vais dire Club to Death de Matrix. Très bien. Musique de Matrix. Quelle est la chanson qui symbolise le mieux l'adolescence? Killing Me Softly. Premier vrai baiser, Killing Me Softly. Fugees. Ouais. Mystery ou La rue puis la prison. Très bien. Votre chanson de karaoké? Brel. Non, Vivo Parley. Ah ouais, j'aime bien. Parce que je fais le visuel aussi. Vivo Parley, la quando sai. Mais pas Hélène Ségara, tu fais pas Hélène Ségara? Non, mais Vivo Parley, c'est la chanson de karaoké. Le duo. Moi, un petit voyage ou Désenchanté. Ok, c'est classique. Efficace. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists? Tous les Disney, hein. Moi, vraiment, ils se mêlent entre IAM, NTM, machin, et puis ce rêve bleu. Waouh. Saïd. Alors, non, il y a trop. Je peux pas répondre à cette question. Tout est improbable. Ok. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse? Waouh. Je crois ça fait longtemps, mais un bon Benny Benassi à l'ancienne. Satisfaction. Ça, c'était bien. Donc, comment il s'appelle? It's a Sin, c'est Dépêche Mode? Non, It's a Sin? Non, c'est... It's a Sin, c'est de qui? It's a Sin, c'est Pet Shop Boys? Un truc comme ça. Attends, ne quittez pas, ne bougez pas. La réponse, Ne quittez pas, vous êtes bien sur Nova. C'est Pet Shop Boys. C'est Pet Shop Boys. It's a Sin, Pet Shop Boys. Ou Small Town Boy. Ok. La chanson qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse? Émile et Images, ça y est. Tu vois, ça y est. On va pas dans les mêmes boîtes. Ça y est. Moi, tout ce qui est, je les aime bien, hein, mais tout ce qui est l'enfoiré, Gims et tout là, c'est bon. Je veux plus entendre ça en boîte. Je veux plus. Plus jamais saper comme jamais. Non, okay. jamais. Votre chanson de comédie musicale préférée?
Ah, sans aucune hésitation, le medley de l'éléphant Moulin Rouge. Oh, c'est vrai? Ah ouais, sans aucune... Ou Your Song de Moulin Rouge, mais Moulin Rouge dans tous les cas. Parfait. Saïd? Je vais me répéter par rapport à la dernière fois, parce que je me souviens avoir répondu à cette question. Annette dans... Aria the Forest dans Annette. Très bien. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Alors, putain, ces derniers jours... Moi, je suis Santa, là. Hein. Je suis Santa à fond, là. Recommence-moi. Je trouve qu'elle fait tellement du bien, là, dans le matin. T'es Santa, Team Santa. Moi, c'est un nouveau groupe de rail qui s'appelle El Besta. Et ils ont repris le titre Barta de Shep Asni, donc voilà, en ce moment. Et enfin, la question pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Oh. Mais catégorie relou, hein, vraiment, les trucs où tu fais toute une journée. Et j'en ai un, mais... moi, elle est pas relou. Citer, donc j'ai pas envie de faire de la pub. Ok. Je l'ai. Et je comprends exactement ce que tu viens de dire. Moi, c'est pas relou, mais Eminem Lose Yourself, dès que je l'entends, en fait, elle tourne dans ma tête en boucle. Ouais. Et c'est une passion, mais ça peut être relou à force parce que ça te met dans un mood de t'as envie de te battre, t'as envie de dire waouh. Moi, j'ai une chanson que j'ai inventée l'année dernière en tournée mais qui a un petit refrain et que dès que je la fais en plateau, toute l'équipe technique là toute la journée. Je peux pas faire les paroles parce qu'elle est pas très parce qu'elle est pas audible, mais ouais. C'est très ça. bien. Le score sur Radio Nova. Ben voilà, vous avez passé la formalité vraiment très facilement. Je me suis retenu parce que je me suis dit, bon, c'est sûr, il va avoir les réponses vite, faut que j'y aille. Mais c'est pas des réponses vite, c'est le cœur qui parle. Ouais. Tout à fait. Nova. Je rappelle que... On fait pas la fin de l'émission en ASMR. Non, c'est un film qui parle d'intolérance, de la peur. Ça, c'est mon cauchemar. Ça, c'est mon cauchemar. La Pampa, le merveilleux film d'Antoine Chevrolier, c'est dans les salles demain. C'est avec Saïd El Alami et Artus, entre autres. Artus, je voudrais juste que tu dises un petit mot de la fondation, un petit truc en plus. C'est lancé. Merci de me poser la question. On a lancé la fondation Un petit truc en plus là il y a quelques jours. Donc voilà, les dons sont ouverts. Vous pouvez aller sur le site de Personnage parce qu'on est avec. C'est Personnage. Sous l'égide de la fondation Personnage. Ouais. Exactement. Sous l'égide, tu peux le dire. Sous l'égide, je sais jamais ce mot et à chaque fois je dis n'importe quoi. Sous l'égide de Personnage et je suis ravi parce qu'ils ont la structure pour faire ça bien et le but c'est de monter des centres de vacances adaptés. Voilà, j'espère en monter déjà un premier et après j'espère qu'on en montera plein et voilà. Très bien. Et bravo pour ça. Bah oui, encore. Merci. Non mais merci aux gens parce que c'est grâce au succès que ça existe aujourd'hui et je suis ravi parce que ça l'ancre dans le réel et tant mieux. Janet Jackson pour clore le score, passé en compagnie de Saïd El Alami et Artus. Je rappelle que La Pampa d'Antoine Chevrolier, ce sera dans les salles demain. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par ce studio. C'est un plaisir. Jamais 203, donc on avec t'attend pour plaisir. le... Et vraiment, pour Artus, la porte quand tu veux. C'est gentil. Vous revenez merci quand beaucoup. vous voulez. Tu peux faire l'entrée, tu nous accueilles et tout. C'est gentil. Et puis je le ferai avec plaisir. Bon. Merci à vous. Mais merci à vous. Il est 20h, il est grand temps de retrouver le Nova Club et David Blo. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.